Donc voilà, moi je vais adopter un axe un tout petit peu, pardon, un tout petit peu différent. Donc on va continuer de parler de circulation entre les villes et les campagnes, mais on va aussi ajouter la dimension du marché de l'alimentation qui était assez présente dans notre appel. Mais je vais quand même la relier à ces questions de connexion ville-campagne, puisque voilà, c'est assez intéressant. Donc moi, peut-être je ne me suis pas assez présenté, je suis Thomas Jourda, donc je suis doctorant ici au LAM, à l'université Bordeaux-Montaigne. Et donc je suis doctorant, ma thèse porte sur le système alimentaire de Douala, donc les circulations maraîchères entre l'Ouest Cameroun et Douala, donc les questions de consommation, de production, de transport, de commercialisation, mais aussi des questions, donc dans les questions de consommation, il y a aussi questions de représentation, questions de normes, etc. Donc en fait, ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est un ensemble de données qui sont tirées de ma thèse, qui est globalement largement basée sur des données qualitatives que j'ai recueillies via des entretiens avec différents acteurs de l'alimentation. Et donc dans ce cas-là, je vais me consacrer plus spécifiquement aux supermarchés et sur la manière dont ils arrivent à s'installer ici à Douala. Donc je vais aborder cette question des supermarchés par une problématique qui est la suivante, c'est-à-dire quelles sont les stratégies de développement de la grande distribution et comment comment cette grande distribution elle arrive à organiser son approvisionnement en produits maraîchers. Alors je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi je me concentre seulement sur les produits maraîchers. Mais donc voilà, on va vraiment se poser des questions de voilà comment des acteurs donc du coup apparemment étrangers, non camerounais, en tout cas peut-être en apparence, arrivent à s'implanter dans de nouveaux territoires et en fait finalement à territorialiser en créant de nouveaux circuits d'approvisionnement. Donc je vais essayer tout d'abord d'aller rapidement sur comprendre le déploiement de la grande distribution au Cameroun, parce que le problème c'est qu'on est obligé de passer par des... c'est un tout petit peu... Hop, voilà, on va dézoomer, ça sera mieux. On est obligé d'expliquer en fait des facteurs push, c'est-à-dire pourquoi des enseignes occidentales, donc je sais pas, Carrefour par exemple, Super U, qui sont largement implantés en France, choisissent d'investir en Afrique et donc au Cameroun pour implanter leur modèle de commerce. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une certaine crise du modèle des supermarchés dans les pays du Nord, puisque en fait, c'est un secteur qui est implanté et qui est vraiment prédominant depuis les années 50. Donc il y a une faible croissance de la consommation, cette consommation elle a été en croissance jusqu'aux années 90, mais globalement il y a une assez faible croissance de la consommation. Elle reste très importante, majoritaire, puisque c'est quand même 72% des Français, par exemple, font leurs courses au supermarché, mais il n'y a pas de croissance. Et bon, le problème, on le verra plus tard, c'est que les acteurs du capitalisme ont besoin de croissance pour rester dynamiques. Deuxièmement, c'est la saturation du parc des points de vente. Donc je vous ai mis ici, on est à Bordeaux, je vous ai mis une petite carte de quelques-uns des supermarchés de la métropole bordelaise. On le voit bien, il y a véritablement une saturation des enseignes qui sont omniprésentes dans le paysage urbain et qui font qu'il n'y a plus vraiment de nouveaux endroits où s'installer, en tout cas dans les villes. Alors dans certaines campagnes françaises, il y a assez peu de supermarchés. Par exemple, je pense à l'Aveyron qui possède seulement 15 supermarchés dans tout le département. Mais en fait, ouvrir de nouveaux supermarchés, ce ne serait pas assez rentable puisque c'est un département faiblement peuplé et donc du coup, ça ne permettrait pas d'assurer une croissance nécessaire au développement. Donc voilà, il y a eu une ouverture de supermarchés partout où c'était rentable pour ces acteurs-là de s'installer. Il y a également un cadre juridique qui est de plus en plus restrictif. Donc voilà, on pense aux lois Raffarin par exemple qui demandent aux enseignes de monter des commissions d'urbanisme afin de s'implanter. Donc voilà, demander à plusieurs acteurs locaux, etc. C'est des cadres qui sont assez contraignants, en tout cas d'après les acteurs de la grande distribution.
Voilà, l'interdiction de la vente à perte pour assurer une concurrence, la lutte anti-gaspillage qui ne permet plus de jeter, etc. C'est un cadre juridique que la grande distribution se représente comme étant contraignant. Il y a également un changement du paradigme de consommation, donc qui quand même reste à relativiser, puisque on l'a dit, 72% des Français font leurs courses seulement au supermarché. Mais en tout cas, ce que les études montrent, notamment des études de l'INSEE, elles montrent que les Français ils considèrent de plus en plus comme faire leurs courses comme étant une corvée. Donc voilà, il y a de nouveaux modèles de commerce qui se développent, donc voilà, les produits biologiques, le fait les drives, donc où on va directement chercher, on fait sa commande sur son téléphone et on va chercher ses courses directement, et donc du coup on passe moins de temps dans l'espace. Voilà. Mais bon, c'est quand même plutôt réservé à une élite de la population, des gens qui ont le temps, qui ont voilà, des certains capitaux économiques, notamment pour le bio, pour se permettre une telle consommation. Mais maintenant, on va enfin aller dans le dur du sujet, c'est-à-dire les facteurs pools qui attirent la grande distribution en Afrique et particulièrement au Cameroun. Donc, d'après Amine, il y a 5 facteurs qui favorisent l'installation de la grande distribution dans les pays émergents. Le premier, c'est avoir une forte population urbaine. Donc voilà, le Cameroun, c'est aujourd'hui un pays à majorité peuplé d'urbains, donc on a 58% d'urbains. Il y a une faible densité du commerce dit moderne, je mets des guillemets. En tout cas, jusque dans les années 2010, il y avait assez faible, il n'y avait pas finalement de supermarché, ou très peu. Il y avait le Score, le Monoprix, enfin le casino de Douala. Il y en avait quelques-uns à Yaoundé également. Mais voilà, c'était assez faible comparé en tout cas à ce que c'est aujourd'hui. Il faut aussi la présence d'une classe moyenne. Donc, alors en tout cas de la perception de ces acteurs-là, ils perçoivent qu'il y a une classe moyenne qui existe au Cameroun. Ils s'appuient notamment sur des rapports de la BAD, de la Banque africaine de développement, des divers cabinets de conseil comme McKinsey. Et en fait, ils s'appuient sur ça pour se développer. Et il y a également, et c'est peut-être surtout ça qui est intéressant, c'est la mise en place de mesures incitatives, donc comme par exemple la loi de 2013 visant à favoriser l'investissement étranger au Cameroun, donc par la mise en place de crédits d'impôt, d'exonération de taxes, etc., avec des contreparties qui sont finalement assez faibles. Et de plus, le cadre législatif visant à encadrer les pratiques de commerce, donc comment s'installer, etc., sont assez faibles, notamment, et voire même des fois l'État s'engage en fait pour permettre la création de ces supermarchés. Donc on pense par exemple au carrefour Warda qui a été construit à Yaoundé, qui a provoqué où l'État a fait déguerpir un certain nombre de populations qui s'étaient implantées, et donc du coup voilà, qui a favorisé, donc on voit vraiment une collusion entre l'État et les supermarchés là-dedans. Même si, bon, dans ce cadre législatif, il y a également, mais ça c'est les supermarchés qui le disent, qui considèrent que la TVA est un petit peu prohibitive, puisqu'ils doivent payer 20% de TVA sur tous les produits, et donc du coup ça fait des produits qui sont trop chers et assez peu compétitifs d'après eux. Et enfin, il y a une adhésion et une perméabilité de ces nouveaux concepts de distribution. Voilà, donc ça c'est des trucs qui sont véhiculés par la diaspora, par les images occidentales, par les téléphones, par la télévision, etc. Je vais passer sur la théorie du spatial fixe, mais en fait, en réalité, c'est juste un cadre conceptuel qui permet d'expliquer pourquoi les acteurs du capitalisme ont besoin de conquérir de nouveaux espaces pour continuer la dynamique de croissance qui leur est nécessaire et la dynamique d'accumulation auquel ils sont accros. Et donc voilà ce qui permet d'expliquer finalement le déploiement de la grande distribution dans de nouveaux espaces, notamment en Afrique, notamment au Cameroun. Donc voilà, pour passer directement au grand 2, donc voilà l'implantation des supermarchés à Douala, vraiment dans une approche géographique. Donc j'ai fait une typologie un petit peu pour vous expliquer les 3 types d'enseignes de supermarchés qui existent à Douala, qui possèdent chacun des points communs qui permettent de les catégoriser. Donc voilà, on a d'abord les enseignes internationales, donc
qui, eux, ils mettent en place des stratégies, donc on l'a vu pourquoi ils viennent au Cameroun, ils mettent en place des stratégies visant à réduire les risques, puisque c'est quand même un marché inconnu, donc la réduction de ces risques, elle passe par voilà, s'associer avec d'autres entreprises, donc en mettant en place des joint ventures, ou alors en rachetant des entreprises déjà existantes, mais il y a également la pratique de la franchise qui est assez popularisée et qui permet justement de pallier les risques, voilà. Puisque ce sont des acteurs locaux qui connaissent le marché et qui vont mettre en place ça. Au niveau de la répartition spatiale, ces enseignes, elles préfèrent s'installer dans des lieux possédant une centralité commerciale importante, et donc des lieux qui sont fréquentés par notamment des populations à fort pouvoir d'achat. Au niveau des stratégies de commercialisation, c'est vraiment une reproduction du modèle occidental. Donc là, je vous ai mis un schéma au tableau qui représente en fait un Carrefour Market Bona Moussadi. En fait, finalement, c'est exactement le Carrefour Market typique qu'on peut retrouver dans les campagnes françaises, par exemple, où vraiment avec un parcours, les petites boutiques ici, un grand parking, les fruits et légumes qui sont mis en avant direct à l'entrée du magasin, voilà. Pareil, je passe vite, afin qu'on ait du temps pour les discussions. Ensuite, on a les enseignes camerounaises, qui donc sont plutôt... là, ici, les acteurs qui montent ces entreprises, ce sont plutôt des Camerounais qui sont assez influents, des entrepreneurs camerounais. Donc, par exemple, il y a la marque Cadeau, qui est propriétaire du groupe Sadipine, qui est un gros groupe de l'agroalimentaire. Il y a également le groupe Santa Lucia, dont le propriétaire, bien que assez discret dans les médias, est quand même quelqu'un de très influent, qui est basé à l'Ouest, il me semble. C'est un gars de l'Ouest. Et donc ici, on est sur des stratégies assez différentes, puisque là, on n'est pas sur la reproduction d'un modèle de commerce occidental. On est vraiment on s'inspire de pratiques de consommation locale, et en fait, petit à petit, on se met à diversifier. Ce qui fait que, par exemple, les fruits et légumes qui ne sont d'habitude pas du tout commercialisés dans les supermarchés camerounais commencent petit à petit à être sous l'influence des enseignes internationales. Mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est sur la stratégie spatiale, comment ces enseignes elles s'installent. Elles ne vont pas seulement se baser sur des centralités commerciales qui existent, elles vont essayer d'ouvrir de nouvelles centralités qui vont ensuite devenir des fronts pionniers, je vous montrerai ensuite sur la carte, et où vont par la suite s'installer les autres enseignes, notamment les enseignes internationales. Et enfin, on a les enseignes internationales hybrides. Donc ça va être des enseignes qui n'existent qu'au Cameroun. Donc par exemple Bao, on a aussi Domino, Maïma. C'est vraiment on pourrait croire que c'est des entreprises camerounaises, mais en fait qui ont été montées par des acteurs étrangers. Donc voilà, par exemple Bao, c'est la propriété du groupe Casino, qui malgré ses difficultés financières en France, en tout cas continue de posséder ce magasin. Et voilà, le groupe Maïma, qui pareil, c'est des Indiens. Domino, ils viennent des Balkans, je ne sais plus si c'est de Macédoine, de Bosnie, bon, peu importe. Et donc ici, on va avoir... c'est un peu un truc hybride dans le sens où ils s'adaptent aux pratiques de consommation locale. Donc voilà, par exemple, très peu de fruits et légumes sont proposés dans les magasins. Mais par contre, ils vont proposer, ils vont s'installer dans des centralités existantes, centralités commerciales existantes. Donc voici, je vous montre rapidement une carte, puisque quand même, on est des géographes, c'est toujours intéressant de visualiser. Donc quand je parle de centralité commerciale, je parle, voilà, par exemple, ici du quartier d'Aqua, du quartier de Bonapriso, du quartier de Bona Moussadi, qui sont véritablement des centralités qui attirent beaucoup ces supermarchés. Mais on a également deux nouvelles centralités qui s'ouvrent petit à petit sous l'impulsion des enseignes camerounaises. Donc c'est par exemple le cas de Bonabéry, avec Santa Lucia qui est le premier à avoir ouvert un supermarché à Bonabéry. Et peu de temps après, Spar et Carrefour Market sont venus s'installer sur ce nouveau front pionnier. Voilà, donc il y a ce quartier Bonabéry, c'est également le cas à PK14, ici là-bas. Ou dans le quartier de Dokoti, qui était quand même une centralité commerciale, mais pas axée autour d'un mode de commerce moderne. Mais on voit qu'il y a également de nouvelles centralités qui tentent d'être créées. Donc par exemple dans le quartier de Niala, où Santa Lucia a ouvert un supermarché récemment. Voilà un petit peu pour aller très vite. Et maintenant sur le modèle d'approvisionnement. Donc là, dans cette partie, je vais vous parler donc véritablement des produits, des acteurs et la manière dont finalement on va poser la question de l'hybridation des circuits commerciaux.
Donc tout d'abord, pourquoi miser sur les produits maraîchers rapidement? En fait, bon, les produits maraîchers, c'est des produits qui sont produits localement, donc qui sont territorialisés dans l'hinterland de Douala. Ils sont produits dans la région de l'Ouest majoritairement. C'est consommé dans tous les types de plats. On en a mangé hier, donc avec le héros, et le piment bien sûr, qui sont consommés donc par tout le monde, toutes les catégories de population, tous les jours. Mais ils possèdent une forte périssabilité. Et donc du coup, c'est pour ça qu'ils sont territorialisés, ils sont obligés d'être cultivés assez près finalement de la région où on va consommer, c'est-à-dire Douala. Et donc en fait, aussi pourquoi c'est intéressant de s'intéresser à ces produits, c'est parce que on l'a vu, certains supermarchés proposent des produits maraîchers, donc voilà, notamment les enseignes internationales. Mais d'autres choisissent de ne pas en proposer puisque il semblerait que ce ne soit pas dans la pratique de consommation des Camerounais que d'aller chercher ces produits dans les supermarchés. On préfère aller au marché. Mais en fait, il y a une autre réponse que j'ai trouvée là qui permet d'expliquer pourquoi les enseignes internationales finalement proposent des produits maraîchers. C'est tout simplement le fait que par la loi de 2013 où ils sont exonérés de crédits d'impôt, etc., comme on l'a vu précédemment, une des contreparties est le fait qu'ils doivent assurer un certain pourcentage de produits qu'ils proposent dans leur rayon qui soient made in Cameroun. Et donc, en fait, c'est assez bénéfique pour eux parce que ça leur permet donc finalement de proposer ces produits-là à moindre coût et voilà, en s'intégrant dans des flux d'approvisionnement existants. Donc là, on va voir maintenant les acteurs qui finalement produisent cet approvisionnement. Donc tout d'abord, il y a des acteurs qui ont vu le vent venir et qui ont été attirés par ce développement de la grande distribution. C'est notamment le cas de AgroSourcing Logistics, qui est un acteur basé à Bafoussam, qui est au départ une filiale de l'entreprise Classe M, qui elle-même est une filiale de la compagnie fruitière. Et donc du coup, cette entreprise-là, elle a choisi de se développer. Au départ, c'était pour approvisionner le Gabon, mais face au développement de la grande distribution au Cameroun, elle a choisi on va carrément approvisionner la grande distribution. En fait, eux, ils mettent en place des choses qui finalement vont modifier les pratiques agricoles des campagnes, puisqu'on va mettre en place de l'agriculture contractuelle, voilà, avec du préfinancement d'intrants. On va commander aux agriculteurs des productions spécifiques. Donc voilà, par exemple, le chou chinois. Sauf si je me trompe, il me semble qu'on ne mange pas de chou chinois habituellement au Cameroun, et en fait c'est quelque chose qu'ils ont choisi de développer. Ils ont aussi un modèle d'approvisionnement par de la production en propre. Donc là on parle d'une cinquantaine d'agriculteurs auprès desquels cette entreprise loue des terres et la force de travail, et sur laquelle ils ont le contrôle total de la production. Donc voilà, ils peuvent s'assurer de la qualité, et donc c'est ça les impacts, c'est que il y a vraiment une gestion de la qualité à la source. Mais cette gestion de la qualité, elle n'est pas que à la source, puisque donc grâce aux gros investissements, on l'a dit, c'est une entreprise filiale d'un mastodonte du système alimentaire mondial qui est la compagnie fruitière. Avec ce gros capital fixe, ils ont des moyens, donc notamment de s'assurer d'avoir des camions réfrigérés, donc qui permettent d'optimiser le transport et de faire en sorte que les tomates ne s'abîment pas pendant le trajet, pour le dire simplement. Voilà, il y a des locaux qui sont donc des locaux basés à Bafoussam, mais aussi à Douala, qui permettent vraiment une gestion de cette qualité tout le temps. La possession de paniers en plastique mise à disposition des supermarchés, voilà. Donc il y a vraiment une gestion de la qualité qui est très très importante. Mais donc du coup, il n'y a pas seulement des nouveaux acteurs qui sont attirés par ça, il y a également des acteurs qui étaient présents sur le marché de l'approvisionnement classique. Donc c'est notamment le cas des grossistes Bamoun, donc qui s'organisent en plusieurs entreprises, donc parmi lesquelles Polyculture, Concorde, etc. Plusieurs noms. Et donc eux sont basés à Sandaga. En fait, ce sont au départ les supermarchés qui sont venus les voir pour leur demander un approvisionnement en produits maraîchers. Et ils se sont organisés petit à petit pour satisfaire la demande de ces supermarchés. Donc eux, ils ont vraiment une livraison tous les jours. Et, ils sont basés à Sandaga,
mais ils ne sont pas propriétaires des véhicules leur permettant d'acheminer la marchandise. Donc on n'est pas, il y a beaucoup moins de capital fixe que par exemple ASL. Néanmoins, ils parviennent quand même à s'inspirer des pratiques donc de ces acteurs de l'agrobusiness, où ils mettent en place de l'encadrement de producteurs, du préfinancement d'intrants. Mais également, ce qui est intéressant, c'est que pour des acteurs, des grossistes de l'alimentation, des grossistes de Sandaga, pour travailler avec la grande distribution, ils ont été obligés de se formaliser. Et donc du coup, aujourd'hui, ce sont des entreprises donc déclarées auprès de l'État, qui payent des impôts, etc. Alors que les grossistes, le plus souvent, les grossistes de Sandaga, donc payent des droits de place et d'autres formes de taxes, etc. Mais ce n'est pas véritablement de l'impôt sur le revenu. Rapidement, donc finalement, on voit que ces deux circuits en fait s'influencent les uns les autres, mais c'est aussi, cela passe aussi par une concurrence qui est fabriquée et entretenue par la grande distribution. Donc voilà, par exemple, lors des livraisons, il y a du refus de marchandises de l'un ou de l'autre pour dire ah non, la qualité elle est pas assez bonne, etc. Il y a tout le temps une comparaison qui est donc de fait mise en place entre ASL et les grossistes Bamoun. Et sachant que ASL représente le standard à atteindre. Donc voilà, il y a une demande de standardisation, mais il y a aussi, donc voilà, par exemple, ASL tente d'approvisionner le marché classique, voilà, en allant voir directement des détaillantes sur le marché de Bafoussam. Et là, je vous ai juste mis une photo donc pour montrer l'hybridation un petit peu de ces circuits commerciaux. Ici, c'est une pub pour Bao, donc un supermarché dont on a parlé auparavant, qui a été cloué par une détaillante que je connais bien sur le marché de Bonamoussadi, où en fait les gens de Bao sont venus distribuer des flyers en disant oh, est-ce que vous voulez bien mettre la publicité. Donc finalement on a là vraiment une hybridation, mais là qui est assez violente finalement, où voilà, on demande les supermarchés, ce qui est en théorie a vocation à écraser le marché. Bon, finalement on voit que c'est pas ça, mais voilà, qui finalement s'exprime dans l'espace. Donc voilà, il y a finalement une influence mutuelle de ces deux types d'approvisionnement au point de s'hybrider, c'est-à-dire se combiner en objet de substance, voilà, se combiner en un même objet, quoi. Et justement, c'est sur ça que j'avais envie d'ouvrir. Donc, bon, tout d'abord, je tiens à rassurer tout le monde. Aujourd'hui, est-ce que l'avenir du circuit classique de l'approvisionnement est menacé par les supermarchés? Non, on n'en est pas du tout là. Même en fait, j'ai appris récemment, mais bon, j'ai pas pu analyser, mais que certains acteurs, notamment ASL, est en fait finalement en train de se casser la gueule actuellement. Et donc du coup, bon, c'est un peu une revanche, voilà. Donc en fait, voilà, ces acteurs de l'agrobusiness, ils ne peuvent pas rivaliser face à la quantité d'acteurs qu'il y a sur le circuit classique. Mais bon, quand même s'ils disparaissent, néanmoins, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une hybridation des pratiques des acteurs, et qui permettent finalement voilà, de réfléchir qu'en matière de circuits déconnectés, voilà, de circuits des supermarchés, circuits classiques. En fait, finalement, ça a du sens, mais ça ne permet pas de saisir une certaine complexité qu'il faut réfléchir donc sous la forme d'un même objet, et donc du coup c'est notamment l'objet de ma thèse, moi, que je propose de réfléchir à ces questions-là de territorialité de l'alimentation sous la forme d'un concept qui est celui du territoire alimentaire marchand, puisqu'il permet de répondre à des questions à la fois de territorialité, voilà, territorialité des activités, leur lien avec les questions de normes, de représentation et de pratiques sociales, mais également les questions marchandes qui sont bien évidemment au cœur de l'alimentation. Et je vous remercie.